Après pas loin de 6 mois, nous commençons enfin et véritablement le flashback de Loki, car ce chapitre nous ramène 14 ans en arrière lorsque Harald est mort, tué par le prince maudit. Dans cette review, je vais alors tout vous expliquer sur la disparition soudaine de Shanks de l'ordre des Chevaliers Divins, mais également de tout ce qui a pu se passer durant ce jour tragique où Elbaf perdit son roi le plus brave. Également, nous verrons à quel point les pouvoirs d'Ymut dépassent l'entendement et surtout comment Oda a déjà annoncé depuis plusieurs dizaines d'années ce que le roi du monde pourra faire de ses pouvoirs à la fin de l'œuvre. Yo les bros, c'est Godji et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle review. La semaine prochaine, il y a pause. Voilà, j'annonce les mauvaises nouvelles dès le début. Par contre, j'en ai une excellente, vraiment. Je pense que je peux officiellement vous annoncer que mon plus gros projet sur cette chaîne YouTube arrive enfin et ça sera vendredi, le 12 décembre à 17h. Je vous en dis pas plus, si ce n'est que préparez-vous à voir un véritable film, littéralement, car ce sont plus de 2 heures de vidéo qu'on vous prépare avec Valentin depuis plus de 7 mois. Jamais une vidéo nous aura pris autant de temps à faire et je pense que vous le comprendrez très bien une fois que vous en découvrirez le sujet. C'est pour sûr la plus longue vidéo francophone sur l'œuvre, alors j'ai vraiment trop hâte d'avoir votre retour car vous verrez, elle sera vraiment d'utilité publique. J'en dis pas plus pour de vrai cette fois, on va pouvoir commencer cette review et je vous invite comme d'hab à péter le like et l'abonnement. Merci à vous et commençons. Alors, ce chapitre commence avec une partie du rêve d'Harald qui se réalise, ça y est, l'image des géants s'améliore un peu partout dans le monde, notamment grâce à la diplomatie d'Harald, mais aussi aux soldats géants de la marine particulièrement héroïques et même aux relations commerciales établies entre Elbaf et les autres pays. C'est parfait, n'est-ce pas? Et ça va encore continuer lorsque Elbaf rejoindra officiellement le gouvernement mondial, mais pour ça il va falloir devenir un chevalier divin, signant au passage un pacte des profondeurs. C'est durant cette cérémonie qu'Harald se verra conférer un immense pouvoir et une immortalité propre au chevalier divin par Ymut en personne. Ymut ordonne désormais à Harald de créer un cercle des abysses sur Elbaf, et c'est ce que le roi fera en rentrant au pays. Bon bah voilà. Harald sera allé jusqu'au bout de son rêve, mais à quel prix? Il est finalement devenu l'esclave qu'il était prêt à être à la fin du chapitre 1166. Alors c'était plus que prévisible et ça fait un écho direct aux événements de la fin du chapitre 1152 lorsqu'on le voit transpercé par ses gardes dans la salle royale. C'est en effet tout le chapitre d'aujourd'hui qui fait ce rappel au début du flashback et c'est finalement aujourd'hui que le véritable passé de Loki nous est révélé. Alors c'est vrai que Harald sera le centre de tout le chapitre, mais il y a quand même quelques trucs à mentionner qui ne le concernent pas lui directement. Premièrement, et ça m'attriste un peu de ne la citer que comme un sujet aussi simple, mais Ida est décédée. Sans surprise, elle n'a pas survécu à l'empoisonnement du dernier chapitre provoqué par les membres du village d'Estrid que Loki aura détruit. Ida sera alors décédée aux côtés de Harald et Aerudine en pleurs pendant que Loki, lui, croupit encore en prison. C'est-à-dire que Loki, en plus d'avoir été encore privé de liberté, il a été privé de voir pour la dernière fois celle qu'il a aimée plus que sa propre mère. C'est fou que je sois moins triste pour Harald et Aerudine alors que ce sont eux les plus liés à Ida de base. Bref, honnêtement, j'ai jamais autant compris la haine qui l'anime lui, il se fait rejeter par tout le monde, perd ceux qu'il aime, se fait accuser de la mort de son père et quand encore il prend la mer pour sûrement fuir ses problèmes, eh bien, il se fait latter par Shanks et emprisonné pendant 6 longues années. Cerise sur le gâteau, le frère de Shanks vient tuer ses derniers potes devant lui et le torture avec Cerbère. Bon, au bout d'un moment qu'il détruise le monde, le frérot, personne ne lui en voudra. Du coup, quand il va voir Luffy aussi gentil avec lui, c'est obligé qu'il va repenser à Ida à un moment, qui avait la même pureté d'esprit que notre héros. Loki Mugiwara, moi je suis dans le train là, c'est bon, c'est acté, totalement. Bon, et on apprend quand même un autre truc en ce début de chapitre, parfaitement à l'opposé de ce qu'on a eu durant le chapitre précédent. Shanks n'est plus du tout présent à Marie-Joise. En fait, il devait carrément obtenir le nouveau pacte qui allait faire de lui un chevalier divin, donc le pacte des profondeurs, mais il ne s'est pas présenté, suggérant que c'est ce jour-là où il quitta le gouvernement mondial qu'il venait à peine d'introduire. Alors moi, j'ai 2 petits trucs à vous dire au sujet de ce qu'on apprend sur Shanks en ce moment. Déjà, gros big up à Oda, parce que vraiment, je trouve bien foutu de sa part de faire autant coïncider l'histoire et le flashback de l'un de ses personnages les plus importants depuis le premier chapitre, avec d'autres personnages finalement assez secondaires dans l'histoire. J'entends par là que de base, c'est le flashback de Loki et Harald, mais Loki et Harald n'étaient pas bien importants dans notre lecture de One Piece avant qu'on arrive sur Elbaf. Pourtant, leur flashback qui met énormément de contexte à toute une période du passé permet aussi le développement d'un personnage de premier plan qui est Shanks. Et vu que Shanks aura forcément à un moment donné lui aussi son flashback complet sur son rêve, son rôle confié par Roger et tout ça, Oda aura pas besoin de nous expliquer son histoire de A à Z
puisqu'il a déjà introduit des éléments et des explications par le passé. Voilà, c'est pas une révolution sur le plan scénaristique dans la fiction, je pense pas, mais je trouve qu'il faut noter ce qu'il a plutôt très bien amené dans son œuvre. L'autre truc, ça concerne les chevaliers divins. Alors moi je suis parfaitement d'accord sur le fait que Shanks soit overcheaté, qu'il a un potentiel absolument délirant et tout ça, ça me dérange pas du tout, et à aucun moment, mais vous vous rendez compte que le mec a quand même réussi à devenir chevalier divin en une seule année? Ça signifie que globalement et en moyenne, le niveau des chevaliers divins est à peu près celui de Shanks il y a 15 ans. En voyant ça comme ça, je trouve que ça fait relativiser sur cet ordre qui, bien que très dérangeants de par leur immortalité, ne sont pas des génies du combat pour autant. En fait, ils sont très probablement juste trop tanky et c'est ce qui fait leur principale force. C'est un peu trop cheaté même en vrai, c'est-à-dire que les chevaliers divins sont potentiellement et en grande partie pas forcément puissants, mais ils sont tant résistants qu'ils demandent à ce que ce soit des monstres qui contrôlent le Haki des rois dans sa forme la plus avancée pour les combattre, et ça c'est très relou. Bon, le dernier sujet que je veux aborder sur Shanks, c'est probablement le plus important puisqu'il concerne sa disparition subite et l'ordre des chevaliers divins aussi. Pourquoi Shanks s'est mis à quitter d'un coup d'un seul un ordre qu'il s'est fait chier à intégrer, allant jusqu'à renouer avec un passé qui ne lui correspond pas? Déjà, il faut savoir que l'année, voire même le mois où Shanks a quitté les chevaliers divins, il se trouvait sur Elbaf, puisque c'était il y a 14 ans qu'on le retrouvait aux côtés de Gaban, prenant un bain et dévoilant la marque des abysses sur son bras. Donc à mon sens, on peut déduire deux hypothèses assez solides expliquant sa désertion. Shanks étant sur Elbaf et le temps passant plus lentement sur cette île, il ne s'est pas rendu compte qu'à l'extérieur, les jours avaient continué de filer, loupant ainsi son rendez-vous. Mais j'aime pas le présenter comme ça. En fait, cette idée est intéressante car elle pourrait enfin expliquer et mettre à nouveau en avant la sorte de paradoxe temporel qu'il semble exister sur Elbaf. Pour rappel, Lou Ernotte disait dans son livre qu'il ne faut surtout pas rester longtemps ici sans réelle raison apparente. Et ensuite, dans le chapitre 1152 là, Gaban et Shanks se remémorent la date de la mort de Roger, sauf que pour Gaban, qui est sur Elbaf depuis longtemps, ça ne faisait que 3 à 4 ans que le capitaine était mort, alors que ça faisait 10 ans. Donc sans savoir que la perception du temps était différente sur Elbaf, il se pourrait que Shanks ait manqué à la cérémonie pour passer chevalier divin. Il reste toutefois un défaut évident à cette théorie, Shanks n'a strictement aucun intérêt à devenir chevalier divin. C'est en prenant ce grade que Shanks aurait pu être totalement contrôlé par Emu, comme Harald à la fin de ce chapitre. Alors soit il le savait, et il voulait quand même tenter le diable, soit il a volontairement vesqui le pacte pour quitter définitivement le gouvernement. Du coup on en vient à la deuxième hypothèse qui peut à la fois rejoindre la première tout en étant la seule valable, c'est le Gomu Gomu no Mi. On sait que Shanks a récupéré le Gomu Gomu no Mi il y a 12 ans, que 2 ans après avoir quitté le gouvernement. Mais on sait aussi que c'est le gouvernement qui l'a trouvé en premier, et que Shanks n'a fait que leur voler après qu'ils aient probablement fait tout le taf. Est-ce que Shanks n'aurait alors pas quitté les chevaliers divins lorsqu'il avait l'information de qui travaillait pour récupérer le Gomu Gomu no Mi, à savoir Who's Who? En gros, il aurait pu récupérer toutes les informations nécessaires et confidentielles sur la traque de ce fruit du démon par le gouvernement, décidant de quitter l'ordre avant d'aller plus loin. C'est comme ça qu'il saura qui du Cypherpol était chargé de la mission d'escorter le Gomu Gomu no Mi et qu'il l'intercepta. Mais je trouve cette idée encore meilleure pour une raison précise. Shanks aurait fait exactement avec le gouvernement ce que Teach a fait avec Barbe Blanche. Il a attendu et utilisé cet équipage pirate pour récupérer le Yami Yami no Mi. Ce sont les mots de Teach. D'après lui, c'est avec Newgate qu'il avait le plus de chances de trouver son fruit du démon. Et je trouve ça vraiment ironique que pour Shanks, ça ait marché pareil, puisque oui, finalement, c'était pas lui qui a trouvé le Gomu Gomu no Mi, ni aucun autre pirate, mais bien le gouvernement qui l'a rejoint. Donc en plus de continuer le parallèle entre Shanks et Teach, ainsi que le soleil du Ito Ito no Mi et les ténèbres du Yami Yami no Mi, le même plan a été mis au point pour récupérer ses fruits respectifs, sans même que les deux rivaux que sont Shanks et Teach ne s'entretiennent sur le sujet, et moi je trouve ça plutôt fou. Voilà, en tout cas je voulais faire cet aparté sur Shanks parce que je trouvais ça vraiment super intéressant. Peut-être qu'il y a une autre raison qui n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, et aucun souci, je serais vraiment heureux de la découvrir. Du coup on peut passer à la suite, et pour ça il faudra retourner sur Elbaf. Alors qu'Harald a enfin créé un lien sur Elbaf, Emu ordonne désormais au roi des géants de créer une véritable nation militaire, ce qui, nous sommes d'accord, est à l'opposé des rêves de pacifisme d'Harald. Pourtant, le pacte des profondeurs empêche toute forme d'insubordination. Harald ne peut désobéir à Emu, et en commençant à perdre le contrôle, il ordonne à ses gardes de le ligoter tout en convoquant d'urgence Yarul et Loki dans le château. C'est ainsi que nous revenons au début du flashback, le jour de la mort d'Harald.
Ok, donc nous sommes finalement revenus au point 0, c'est ouf parce qu'à aucun moment on aurait pu croire découvrir l'histoire de Chebek, d'Erox, de God Valley après ce chapitre 1152 qui annonçait juste le flashback de Loki quoi. Bref, là ce qu'on va faire et dans un premier temps, c'est essayer de se projeter sur ce qu'on risque de voir par la suite. Déjà, nous allons découvrir comment Harald est mort. On sait que c'est Loki et Yarul qui étaient les seuls présents et aussi à pouvoir le tuer. C'est ce jour-là où Yarul a été transpercé d'une épée qui semble d'ailleurs celle d'Harald, donc nous allons le voir subir cette blessure. Et ensuite, et surtout, nous allons voir Loki combattre et tuer son père. Là c'est très important parce que ça signifie que Loki avait déjà là une puissance capable de surmonter celle d'Harald, qui était déjà largement reconnue par Chebek à l'époque, je vous rappelle. Mais surtout, une puissance capable de vaincre le maléfice d'Ymue. Et ça, c'est le plus exceptionnel de très loin. Comme ce chapitre l'a annoncé, en tant que chevalier divin, Harald est désormais encore plus fort qu'avant et immortel, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il devait pas être beaucoup à se bousculer et à prétendre pouvoir rivaliser avec lui. Pourtant, Loki va réussir à le tuer. Alors comment va-t-il faire? Eh bien, je pense que le chapitre 1152, justement, nous l'a déjà teasé, mais pas lors du flashback. C'était bien avant, quand Loki disait à Gaban que ces mots sur le Haki des rois et l'effet que ça aura sur ces mecs immortels que sont les chevaliers divins résonnaient en lui et qu'avec son expérience, Loki était sûr de pouvoir venir à bout des chevaliers divins. Donc ça doit venir du jour où il a défait son père, lui qui s'est transformé en chevalier divin et démon immortel. Si Loki a réussi à le vaincre, c'est qu'il a utilisé son Haki des rois de la même manière que l'a utilisé Gaban, ou plus encore de la même manière que l'a utilisé Roger et Garp face à Chebek. Il a réussi à conjurer le maléfice d'Ymue, brisant la malédiction et l'emprise qu'elle avait sur Harald. Donc nous allons voir Loki combattre sauvagement, mais surtout pour la première fois de son introduction, nous allons découvrir tout l'étendue de son pouvoir. Il est également totalement possible qu'avec le Domiriversi, Harald transforme ses gardes du corps en démons, et Loki pourrait avoir tué 113 d'entre eux, un chiffre qui se retrouve toujours au chapitre 1152. Donc ouais, en gros, nous allons voir toute la puissance de Loki, ce qui aura une importance majeure pour la suite de l'arc d'Elbaf, puisque les chevaliers divins et Ymue sont de retour. Ensuite, nous allons découvrir le point de vue de Shanks et de Gaban, bien qu'ils étaient présents sur Elbaf. Ils n'ont pas assisté à toute la scène, nous allons alors sûrement les voir arriver à la fin, Loki au milieu des cadavres de géants, Yarul blessé, au sol, et Harald mort au pied de son fils. Vu qu'ils ne savent pas si Loki a vraiment tué son père, ça laisse présager qu'ils arrivent vraiment à la fin et surtout qu'ils n'ont pas eu le temps de s'entretenir avec personne d'autre. Peut-être que la vision du cercle Abyss sur le sol du château fera quand même réaliser à Shanks qu'il s'est passé quelque chose en lien avec les chevaliers divins et que Loki n'est peut-être pas le responsable que l'on pense. En tout cas, c'est comme ça que je vois leur apparition, notant aussi que Loki va forcément quitter Elbaf tout juste après cela, et c'est cette suite que nous allons voir. En gros, on va découvrir ce que Loki a fait pendant 8 ans de piraterie, et pourquoi Shanks précisément a été missionné pour l'arrêter et l'emprisonner sur Elbaf, ainsi que les conséquences que ça aura sur son futur titre d'empereur. Alors, assez intéressant pour être noté, pendant son voyage, nous pourrions voir Loki suivre les traces d'Harald et aller dans les mêmes pays que lui, dont l'île des hommes poissons, et peut-être réussir à entrer en contact avec Shirahoshi si elle en vient à être réellement Mossa. Nous n'avons toujours pas eu d'informations sur comment Lola a pu lui être promise également, donc il faut croire que Loki rencontrera Big Mom, peut-être après s'être mis en tête de rencontrer les membres des Rox ayant survécu pour soit les rassembler et accomplir le rêve de Chebek avec eux, soit tout simplement pour avoir davantage d'informations sur le capitaine des Rox et le jour qui a signé sa mort sur God Valley. Et pour finir dans cette liste de choses à voir dans les prochains chapitres, le fruit d'Elbaf. Évidemment, c'est ce qu'on attend le plus, toujours en revenant au chapitre 1152, nous pouvons voir que quelqu'un s'apprêtait à le voler en déclarant « Voici le fruit du démon défendu transmis de génération en génération à Elbaf ». C'est toujours giga difficile de savoir de qui il s'agit, moi je pense vraiment que c'est une personne externe à Elbaf, mais qui? Un membre du gouvernement est aujourd'hui facilement imaginable. Quand, de 1, Harald a créé un cercle Abyss permettant le voyage entre Marie-Joise et Elbaf, et 2, quand Harald était lui-même possédé par Ymue. Finalement, est-ce que c'est pas Ymue dans le corps d'Harald qui a voulu s'emparer de ce fruit du démon afin qu'il le ramène sur Marie-Joise? Chose qui aurait échoué grâce à l'intervention de Loki qui aurait pu le manger au dernier moment, s'il en est vraiment l'utilisateur actuel. En tout cas, je pense que durant le combat et probablement après que Jarl ait été transpercé, Loki sera assommé pendant un temps, ou alors éjecté du château, laissant le temps à Ymue de justement tenter de récupérer ce fruit du démon. Voilà, donc en gros, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est les scénarios qui sont possibles et qu'on risque de voir donc dans les prochains chapitres, voire même
dès la semaine prochaine. Ah non, pas la semaine prochaine, il y a une pause. Dans 2 semaines alors. Bon, tout ça c'est bien cool parce que de toute façon ce chapitre posait des bases qui existaient déjà en réalité, donc on a enfoncé pas mal de portes ouvertes. Mais là, avec cette histoire d'Imu, Harald, etc., les gars, désolé, mais moi je vais pas pouvoir m'empêcher de vous reparler de ce scénario, celui d'Imu, qui absorbera le pouvoir de tous les doyens et les chevaliers divins pour s'accorder une puissance absolument monstrueuse. Pour ceux qui ont zappé ou qui connaissent pas cette théorie, je vais vous expliquer. Tout a commencé au chapitre 1149 et 1150. On y découvre Imu prenant possession du corps de Gunko pour apparaître sur Marie-Joise et transformer tout ce qu'elle touche en démon grâce à son pacte démoniaque et le Domi-Riversi. À partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, et si les pouvoirs qu'Imu offre à tous ces démons, eh bien elle pouvait les récupérer à un moment. Un peu comme elle l'a fait avec Saturne qui s'est retrouvé totalement désintégré après Egghead. Puis en ayant ça en tête, je me suis souvenu de notre scénario, Gecko Moria. Avec ses ombres, qui est quand même un pouvoir bien démoniaque si on me demande mon avis, lui aussi peut conférer des pouvoirs à ses sbires, mais il peut également les retirer et les absorber pour augmenter sa puissance, sa taille et sa force. Et puis je me suis dit, mais tiens, c'est un scénario qu'Oda aime bien faire ça en fait, puisqu'il a fait avec Gecko Moria, mais il a également fait récemment avec Big Mom, qui dans son éveil sur Onigashima aspirait à elle les âmes environnantes pour gagner en puissance. En plus, c'est encore une fois des fruits du démon au principe très similaire, hein. Les ombres se transforment en âmes, mais c'est tout. Big Mom aussi peut les donner et les échanger. Donc pour en revenir à Imu, pourquoi son pouvoir ne marcherait pas de la même manière? Après tout, c'est elle qui confère les pactes démoniaques, et ces pactes sont probablement liés à sa propre personne, puisque comme nous l'avons vu lors de l'utilisation du Haki de Joy Boy à la fin de Egghead, l'annulation des pouvoirs du Gorosei a impacté directement le corps d'Imu sur Marie-Joise. Il faut alors croire que si le pacte des abysses est le pacte liant Imu au Gorosei, c'est également le pacte qui crée un lien de vie entre elle et ses serviteurs. Ceux ayant ce lien de vie avec elle sont donc bien plus forts que ceux n'ayant juste le pacte des profondeurs comme les chevaliers divins. Et moi du coup, en ayant cette idée en tête depuis des mois, je peux pas m'empêcher de me faire des scénarios de dingue. Il y a 800 ans, lors de la grande bataille des 20 rois contre l'ancien royaume et Joy Boy, je pense qu'Imu avait déjà le pouvoir de démoniser certains de ses sujets, c'était très dur à dire, et c'est ce qu'elle a fait avec les rois qui fonderont plus tard le gouvernement. Elle les a transformés en démons face à Joy Boy et ses alliés. Il y a 800 ans, l'ancien Nika combattait alors déjà des hordes de démons royaux manipulés par Imu. Et justement, en regardant la case du chapitre 1115 des rois contre Joy Boy là, nous ne voyons ni cornes ni ailes de démons, mais on dirait que des formes de spirales s'apprêtent à corrompre les rois venant par le bas. Ces formes, on les a d'ailleurs déjà vues, et récemment d'ailleurs, ce sont les mêmes que l'on distingue sur les pattes de Saturne et qu'Imu contrôlera au chapitre 1163, lorsqu'elle a fusionné avec le dieu de la science sur God Valley. Alors oui, je maintiens, mais Imu aurait bien accordé de son pouvoir aux rois, s'étant révolté contre l'ancien royaume pour les améliorer, mais ne vous détrompez pas, je suis certain qu'elle a aussi dû les tuer à un moment pour récupérer toute leur force. Déjà parce qu'Imu a semble-t-il un faible pour viser les rois, elle a tué le roi Cobra, elle a manipulé le roi Harald, elle a aussi manipulé Chebek qui était à la fois le roi de la ruche mais voulait également devenir le roi du monde, donc je connais pas encore le background qu'elle a avec la royauté, mais elle a pas l'air de les porter dans son cœur. Moi maintenant, si j'actualise tout ça avec ce qui se passe aujourd'hui et avec le futur de One Piece, mon scénario est giga simple mais très efficace. Imu va littéralement tuer le Gorosei et les chevaliers divins. Depuis que ce sont des anomalies possédant les pouvoirs d'un démon, je pense qu'ils sont juste voués à disparaître et le lien d'âme et de vie qu'ils ont avec Imu me conforte dans cette idée. À un moment, sûrement dans la guerre finale ou le combat final, Imu sera en difficulté et elle devra absorber tous les pouvoirs qu'elle a conférés chez les chevaliers divins et le Gorosei. C'est à ce moment-là que tous ceux ayant survécu grâce à son immortalité mourront. Voilà, tout simplement. Le Gorosei va mourir, mais aussi les chevaliers divins, ou du moins certains d'entre eux, notamment Gunko, qui est finalement contre nature en vivant depuis plus de 80 ans dans un corps de jeune femme. C'est aussi à ce moment-là qu'Imu prendra sa forme titanesque, exactement comme l'ont fait Moria et Big Mom, que je mentionnais plus tôt. Accumuler toute cette puissance les a fait énormément grossir et prendre en taille. Imu vivra la même chose et elle deviendra la dévoreuse du monde avec la force de tous les rois. Écoutez les gars, c'était bien cool, on n'a pas encore fini, c'est l'heure du courrier de Goji. Comme d'habitude, je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées dans la réact du chapitre qui est disponible sur YouTube. Donc écoutez, c'est parti.
Dans chaque île affiliée au gouvernement mondial, est-ce que tu penses qu'il y a un cercle qui leur permet aux chevaliers divins, etc., de se TP où ils veulent tant que l'île est affiliée? Alors, c'est pas une question que je me suis posée, mais c'est effectivement bien possible, ouais. On sait que le gouvernement, en plus, englobe plus de 170 pays, je crois, et ça serait assez stratégique de leur part que de mettre des cercles d'abysse un peu partout, permettant des déplacements vraiment rapides dans les 4 coins du globe. On pourrait même se demander si sur Namakura, vous savez, l'endroit où était Brook, les chevaliers divins n'ont pas autrefois déposé un cercle démoniaque là-bas. Soit parce que c'était un pays affilié au gouvernement et tout, soit parce qu'ils sont venus pour une mission, laissant le pentagramme au sol en partant, et créant donc indirectement un culte chez certains habitants croyant en l'existence de démons. Voilà, j'aime bien l'idée, et il faut forcément que les sataniques de Namakura aient une explication, en tout cas je pense, et ça pourrait être celle-ci, et ouais, non, j'aime bien. Après, prenons quand même des pincettes sur tout ça, parce que s'il y a un cercle sur Elbaf, c'est parce que le roi était un chevalier divin. Or, tous les rois du gouvernement mondial n'ont pas le pacte des profondeurs pour autant. Donc est-ce que le gouvernement a voulu assurer ses arrières et ont eux-mêmes mis des cercles un peu partout dans le monde, ou alors seuls les pays de chevaliers divins étaient visés? Ça, c'est une affaire à suivre, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, c'est très bien vu, j'aime beaucoup l'idée. Bonjour Goji, j'ai une question. Si des places se libèrent en tant que chevalier divin, cela veut-il dire que des chevaliers divins sont morts? Si oui, lesquels? Alors, lesquels, en vrai, je pense que j'ai aucune idée et que ça serait vraiment une perte de temps de théoriser là-dessus. Tant je vais juste viser au pif. Par contre, oui, je pense que les chevaliers divins meurent et pour ça, rien de plus simple, en échouant leur mission. Là, par exemple, typiquement, le coup de Somers qui a été confié de la mission de ramener les gamins d'Elbaf là. Suivant comment ça se goupille, il y a moyen qu'à la fin, Imu le tue comme elle a tué Saturne à la fin d'Egghead. Déjà parce que Somers, il est là depuis vraiment longtemps, depuis les événements de God Valley, mais en plus on pourrait vivre dans le présent l'introduction d'un nouveau chevalier divin. Je vise pas forcément un personnage en particulier, mais imaginez que ce soit un perso qu'on connaît déjà, genre même déjà quelque chose de l'équipage de Barbe Noire, ça paraît fou, mais peut-être qu'il voulait se lier au gouvernement mondial en devenant roi officiel de la ruche pour cette raison, genre pour que quelqu'un intègre les chevaliers divins. Enfin bref, je dis vague, mais pour le coup j'imagine plutôt très bien que les chevaliers divins doivent se plier au même délire que le Gorosei, une trop grosse erreur, et c'est foutu, Imu les aspire à la paille. Salut Goji, pourquoi les chevaliers divins voulaient recruter Loki? Ne penses-tu pas que Imu s'est peut-être débarrassé de Harald pour recruter Loki plus tard? Moi, je vais te dire très sérieusement comment je vois la chose, si tu veux le savoir. Imu pensait vraiment pouvoir manipuler Harald comme elle le souhaitait. Et elle y parvenait très bien avant que Loki n'apparaisse et démontre une puissance absolument exceptionnelle. Après la mort d'Harald, Imu s'est mis en tête de le contrôler lui, car en plus de pouvoir augmenter sa force déjà titanesque, Loki n'a plus rien à perdre sur Elbaf en étant condamné à mort et renié par sa patrie. Il était une cible parfaite qu'Imu pensait vulnérable pour utiliser sa colère et déferler sa vengeance sur Elbaf en faisant ce que son père pacifique ne voulait pas, rallumer les feux de la guerre. Parce que Loki, lui, il a toujours aimé la guerre. Il en a parlé dès son introduction sur Elbaf. Imu devait alors se dire qu'il était le candidat parfait pour être à la fois un pion puissant, mais aussi assez fou et belliqueux pour accomplir ce que Harald rejetait. Donc non, je pense vraiment que Harald était le plan de base, mais Loki s'est avéré être un élément 1 milliard de fois plus prometteur, et pour le coup, comment lui donner tort? Ce que voulait Harald est trop beau? Non, le personnage dégoûte. Faut vraiment arrêter cette bien-pensance. C'est pas vraiment une question, mais un vrai sujet qui fait débat, même entre nous avec Nina. Harald est-il si dégoûtant que ça? Moi, je suis de l'avis qu'il aurait dû reconsidérer son désir de se lier à cette organisation, en particulier depuis le chapitre 1157, où Harald voit la facette du gouvernement capable de tuer des humains car ils n'ont aucune valeur à leurs yeux. C'était, je pense, un assez gros red flag pour capter que ses rêves de pacifisme ne pouvaient coïncider avec les pratiques d'un gouvernement ancré depuis plus de 800 ans. Mais c'est aussi là qu'il faut nuancer un peu, parce que si Harald voulait changer le monde, il voulait peut-être et sûrement aussi changer le gouvernement. Donc pour lui, ce n'était probablement qu'une question de temps avant d'essayer de changer les mœurs du gouvernement. Par contre, effectivement, s'il comptait fermer les yeux sur ça, c'était véritablement le roi des cons, ça je peux qu'approuver. L'autre truc à prendre en compte et qui influence pour le coup beaucoup notre pensée vis-à-vis de cette situation, c'est que nous, on sait qui est le gouvernement. On sait ce qui se cache derrière cette façade. On savait même que de base, Harald allait droit dans le mur. Mais ça, c'est grâce à notre pouvoir de lecteur. Oda n'a pas fait du roi d'Elbaf un être omniscient. Je pense que justement, ce chapitre nous prouve bien que
S'il avait su pour Imu, capable de manipuler les chevaliers divins et de faire une armée de géants contre son gré, il aurait vesquis son rendez-vous sur Maréjoise et serait rentré bien tranquillement sur Elbaf. Bref, moi en tout cas je suis de ceux énervés par la bêtise d'Harald, son manque de jugeote et sa confiance absolue en ceux qu'il devrait pas. Mais d'un autre côté, non, effectivement, je peux pas blâmer son rêve et ses désirs qui auront malgré tout insufflé à la nation d'Elbaf, mais aussi à ses enfants, la vision d'un avenir de paix pour eux et les humains. Ses choix sont totalement critiquables, mais sa volonté était à toute épreuve pour un monde meilleur. Est-ce que tu penses que Shamrock est en réalité gentil mais il ne peut rien faire car il est sous le contrôle d'Imu? Alors, je pense que Shamrock est autant gentil que n'importe quel dragon céleste ayant vécu toute leur vie au sommet de la chaîne alimentaire. Vu comme ça, il n'a l'air que d'être un Shanks moins fun, mais n'oubliez pas quand même de qui il s'agit. Il a été élevé par l'homme qui a tué sa mère et qui prenait plaisir à chasser des autochtones pour des prix, des points, c'était un tournoi. Alors, sauf particularité précise, je vois pas pourquoi Shamrock serait meilleur que les autres chevaliers divins, alors que tous, sans exception, sont des connards sans fond. Voilà, désolé du terme. Non, moi au contraire, je serais pas étonné qu'Oda nous mette volontairement ce doute pour nous montrer un Shamrock par la suite absolument sanguinaire, fou et même corrompu, et on aurait peut-être un certain parallèle entre les deux frères Don Quichotte, Corazon et Doflamingo, qui étaient eux aussi totalement opposés l'un à l'autre. Eh bien écoutez, nous arrivons à la fin de cette review les bros, ça y est, c'était un peu plus court que d'habitude, mais honnêtement j'ai préféré aller direct à l'essentiel en vous synthétisant le maximum ce chapitre et focus les choses vraiment importantes. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Surtout, n'oubliez pas que la semaine prochaine sortira la vidéo qui a demandé encore plus de taf que les icebergs. Oui, c'est possible. Mais elle est aussi donc censée représenter et honorer notre 10e anniversaire ensemble sur YouTube. Alors vous savez quoi? Profitez. Voilà, c'est tout. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine les bros. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À vendredi. Peace.